tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde sur l'économie circulaire au cœur de l'émergence de nouveaux business models. Et j'accueille sur scène 3 intervenants qui vont nous éclairer sur ce sujet. Catherine Chevauché, Josépha Poré et Charles Demoucheron, que je vous demande d'accueillir avec moi. Merci à tous les 3 d'être avec nous sur ce World Impact Summit, sur la question de l'économie circulaire. Je vais démarrer cette table ronde avec vous, Catherine Chevauché. Vous êtes directrice stratégie et innovation et notamment directrice de l'économie circulaire chez Veolia. Et vous avez une casquette qui est pour nous hyper intéressante et riche. C'est vous êtes présidente du comité technique de normalisation de l'ISO sur l'économie circulaire. Et donc à ce titre-là, j'aimerais aussi vous entendre sur déjà une première question un peu macro, une bonne définition de l'économie circulaire au sens où l'ISO est en train de travailler sur les principes, les actions, la mesure, et donc un peu un point à date, où en est-on ? Parfait, merci beaucoup. Oui, effectivement, donc il y a un comité technique qui a été créé au niveau international pour publier des textes, pour définir ce qu'est l'économie circulaire. Sont ces principes, les types d'actions à mettre en œuvre, comment faire pour faire passer d'un business model linéaire à un business model circulaire, et avec quels indicateurs on calcule la circularité. Donc ça, vous connaissez certainement les normes ISO 9001, 14001, c'est exactement la même chose pour l'économie circulaire. Donc on essaye de définir tout ça. C'est un comité qui a été créé en 2019, et que j'ai le plaisir de présider, et qui rassemble 95 pays dans le monde. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui fait sens dans beaucoup d'endroits. Et les 95 pays, en fait, sont de tous les continents. Donc on est vraiment sur quelque chose de macro. Justement, sur cette partie, tous les continents, est-ce qu'on voit des choses émerger, des différences de temporalité, des différences d'appréhension du sujet, des gens qui sont peut-être plus en avance que d'autres? Quel est votre regard ? Oui, tout à fait. Et l'objet de ce comité, c'est de se mettre d'accord, en fait, sur une définition qu'on est arrivé après 2 ans et quelques de discussions à mettre sur la table, donc en septembre dernier, lors d'un meeting, d'une réunion annuelle au Rwanda. Et donc l'économie circulaire pour l'ensemble de ces pays, puisque ça fait consensus, c'est un système économique qui intègre une approche globale, durée de vie, cycle de vie, perspective de cycle de vie, et qui a pour but de maintenir la valeur des matières, des ressources, le plus longtemps possible, d'ajouter à leur valeur sur une chaîne de valeur, tout en contribuant au développement durable. Donc on n'oublie pas la partie sociale là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir les ressources le plus longtemps possible sur cette chaîne de valeur, avant d'arriver in fine à un recyclage qui détruit la matière. Ok, super intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'on aura une définition commune sur ce concept-là, en tout cas, voilà, d'être en capacité de savoir finalement quels en sont les réels objectifs. Quel est le calendrier de cette norme qui va venir finalement impacter plein de secteurs d'activité ? Alors effectivement, ça va impacter plein de secteurs d'activité, parce que la norme est écrite pour tout type d'activité et tout type d'organisation, que ce soit une entreprise privée ou une organisation publique, ça pourra être intégré et s'appliquer. Et donc, ça va être publié à l'horizon début 2024 c'est un paquet de normes. Donc, une première norme qui contiendra la définition, qui contiendra les principes de l'économie circulaire, qui contiendra les actions à mettre en œuvre quand on fait l'économie circulaire. Ça, c'est la première norme. Donc, on pourra peut-être revenir sur les actions juste après. Une deuxième norme qui définira comment faire pour passer d'un business model linéaire à un business model circulaire. Et une troisième norme qui définira les indicateurs à considérer pour traduire la circularité.
Alors justement sur le plan des actions, 2024 c'est demain, comment est-ce que les entreprises peuvent peut-être même un tout petit peu anticiper ces sujets? On a la loi AGEC qui est arrivée, qui est déjà un début de démarrage de réponse, mais voilà, comment est-ce que concrètement, quand on est une entreprise qui se pose ce type de questions ou qui a un secteur qui est directement impacté par le sujet, on peut déjà d'ores et déjà en fait se poser un certain nombre de questions pour se mettre en mouvement? Alors, dans la norme, on s'adresse aux organisations, comme j'ai dit tout à l'heure, publiques, privées, et donc les actions qu'on le définit, après, elles peuvent être prises en compte par l'ensemble de ces types d'organisations, peu importe. Après, il suffit juste d'adapter ça à sa propre organisation. Donc c'est une réflexion sur la chaîne de valeur, ça veut dire qu'il faut une des actions, il n'y a pas d'ordre en particulier, sauf qu'il y en a une vraiment à la fin, je vous le dirai juste après, mais c'est donc faire attention à la façon dont on achète les matières, qu'est-ce qu'on achète, voir le poids carbone de ce qu'on achète, voir la quantité de ressources de ce qu'on achète, parce qu'il y a bien une mise derrière en perspective avec les limites planétaires. Donc faire attention à ce qu'on achète. Donc il y a un levier là. Il y a un deuxième levier qui correspond à la conception, à avoir une conception, une éco-conception, une conception circulaire pour minimiser les déchets en bout de chaîne et minimiser les pollutions. Donc la conception, c'est une deuxième action. Il y a tout ce qui relève de la symbiose industrielle sur un territoire. Les déchets des uns sont les matières premières des autres. Donc comment on peut favoriser ces symbioses industrielles-là, en termes d'eau, d'énergie et de génération de déchets, bien sûr. Il y a l'économie de la fonctionnalité aussi. Comment on change les usages, en fait. On n'est plus propriétaire, mais on devient utilisateur d'un bien, d'un service qui va ensuite revenir dans les boucles de marché. Donc ça, c'est tout le marché du réemploi, de la seconde main, etc. Il y a toute la partie extension de durée de vie. Donc comment on fait pour étendre la durée de vie d'un produit, d'un service. Et puis, en bout de chaîne, il y a la partie recyclage. Parce que quand on recycle, ça veut dire qu'on va détruire l'objet, on va détruire la matière pour refaire une nouvelle matière, mais c'est en bout de chaîne. Donc il faut essayer de travailler sur l'ensemble des actions avant, à son échelle, pour faire en sorte que les matières restent le plus longtemps possible dans un flux du coup circulaire. Merci beaucoup, Catherine. Je me tourne vers Charles. Charles, vous êtes directeur général de French Impact, une association qui est née d'une initiative gouvernementale pour accélérer les initiatives sociales et environnementales innovantes. Du coup, tous ces entrepreneurs qui finalement peuvent répondre à un enjeu environnemental ou social, qui peuvent répondre à un bout de tout ce que vient de nous expliquer Catherine. Comment est-ce qu'ils peuvent éclore, et c'est un peu l'objet de votre association, de faire en sorte de faire des ponts, de faire en sorte que ces entrepreneurs soient plus visibles. Voilà, quelle est votre mission? Exactement, donc nous on travaille effectivement à aider à organiser cet écosystème pour qu'il soit le plus efficace possible. Effectivement, il y a une logique industrielle qui est quand même au centre de cette question du réemploi. Pour reprendre des éléments dont parlait Catherine, nous, ce qu'on voit émerger comme projet, ce sont surtout des projets qui arrivent plutôt vers le bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils viennent gérer des problématiques où il n'y a pas eu d'une conception qui a été suffisamment bien faite auparavant, et donc ils viennent répondre à cette problématique-là, et on voit beaucoup de projets qui émergent en ce sens-là. Et en attendant qu'il y ait effectivement une réglementation, une norme qui se mette en place, eh bien, il y a quand même de l'innovation qui se fait partout en France. Et plutôt pour le moment en réaction plutôt qu'en anticipation en fait. Je suis certain qu'il y a beaucoup de sujets qui sont déjà dans la conception, etc. Mais c'est vrai que nous, les projets qu'on accompagne, on va plutôt les voir agir sur effectivement le bout de la chaîne et résoudre des problèmes qui ont peut-être été mal adressés auparavant. Et donc
voilà, il y a des acteurs évidemment industriels comme Veolia qui sont partie prenante de cette problématique. Et puis on va aussi du coup émerger beaucoup de petits projets qui vont être sur des problématiques assez différentes. Il va y avoir des projets qui vont avoir des problématiques de conception au cœur de ce qu'elles font, puisque réutiliser des matériaux à des destinations qui n'étaient pas nécessairement celles qui étaient voulues au départ, et ben ça pose des vraies problématiques de conception. Il y a également d'autres problématiques du réemploi qui sont des problématiques éminemment logistiques, puisque quand on parle du réemploi des contenants dans la restauration rapide, eh bien, on imagine aisément que créer justement le canal pour faire circuler ces produits-là, c'est là que réside vraiment toute la complexité. On n'est pas dans un traitement d'un produit en tant que tel, puisqu'il ne va pas être transformé. Par contre, il va falloir mettre en place toute une chaîne logistique pour pouvoir faire ça. J'ai rencontré, à vrai dire, des projets aujourd'hui au World Impact Summit. Il y avait Reuse qui est sur cette problématique-là et qui va créer justement ça, et les réparables qui font de la réparation de vêtements. Mais ça veut dire qu'il faut mettre ces vêtements dans une enveloppe postale pour les envoyer. Donc on se rend bien compte que c'est pas évident et qu'il va falloir inventer aussi des nouveaux modes d'usage. Il y en a qui ont des problématiques évidemment éminemment industrielles, voire industrielles de manière un peu lourde. Nous, il y a des projets qu'on accompagne, un qui s'appelle Evatech et l'autre qui s'appelle Sublime Énergie. Evatech va faire de la transformation, va capter l'énergie qui se dissipe par chaleur pour être capable de la réabsorber et de la transformer à nouveau en énergie qui soit exploitable, ou des acteurs qui captent des déchets pour en faire de la ressource via le biométhane et les transformer et en refaire de l'énergie qui soit exploitable. Donc on voit qu'il y a beaucoup de problématiques différentes qui sont au centre, auxquelles on se confronte quand on essaye de traiter ce sujet-là. Et il y a de ce fait-là un enjeu territorial qui est extrêmement important, parce qu'il va falloir, du coup, comme il y a ces enjeux qui doivent être traités, d'acheminement des déchets, de traitement de ces déchets, que ce sont des problématiques industrielles. La logique territoriale est extrêmement importante, et je crois que Josepha va nous en parler après, en donnant un exemple en région Rhône-Alpes. Mais il y a aussi des exemples comme La Réunion actuellement, qui n'a plus de contenants en verre et qui n'a pas non plus d'industrie pour être capable de traiter cette problématique, et qui aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, se retrouve sans être capable de s'approvisionner en contenants en verre, et ils n'ont pas d'infrastructure localement pour être capable de traiter ça. On a, à vrai dire, une organisation qu'on accompagne qui s'appelle Réutilise, qui traite ça, mais à une dimension qui n'est pas encore suffisante pour répondre intégralement aux problématiques. Donc on voit que la dimension territoriale est une vraie problématique. Le dernier point, c'est une dimension réglementaire. On en parlait dans la table ronde précédente, mais le réemploi de l'eau, qu'on ne fait pas en France. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont beaucoup plus presque prosaïques. Nous, un projet qui s'appelle Envie Autonomie, qui fait de la remise en état de matériel médical. Eh bien, le matériel médical n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le matériel médical de seconde main n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc, du coup, on a créé un pont entre un haut fonctionnaire de la sécurité sociale et Envie Autonomie pour justement la promulgation d'un décret qui permette spécifiquement de rembourser ça. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de leviers qui ont besoin d'être levés pour être capable d'avancer efficacement là-dessus. Le dernier point, c'est la problématique financière. C'est des investissements qui sont nécessairement lourds. Il y a une structuration de l'écosystème d'investissement à impact pour justement soutenir ces éléments-là. Toutefois, ils viennent généralement pas bien financer l'amorçage. On a besoin d'une expérimentation, on a besoin d'aller financer cette expérimentation pour justement ensuite passer à une mise à l'échelle. Et dernier élément, je dirais, il ne faut pas oublier le rôle des associations aussi, qui du coup nous fait prendre un pas de côté vis-à-vis de toute la question du modèle économique, mais ils ont un rôle à jouer dans la collecte des déchets et du coup le retraitement qu'on va en faire. Et il faut être capable d'envisager des solutions pour justement leur permettre de soutenir leur activité. Alors il y a des sujets, il y a l'hybridation de modèles. Je voulais donner l'exemple de Label Emmaüs, qui précisément est dans une démarche de commercialisation après un travail associatif qu'il mène depuis de nombreuses années. Oui, Maud Sarda aurait dû être avec nous aujourd'hui et a malheureusement dû décliner. Elle parle d'inspiration, de modèle inspirationnel par rapport aux géants du e-commerce qu'elle évidemment ne souhaite pas
concurrencer. Vous avez parlé de plein de sujets, Charles, c'est super intéressant de voir qu'il y a plein d'enjeux à adresser et qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème peut-être de récit autour de ce sujet de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on le rend aussi plus désirable? Et vous faisiez un petit peu le parallèle avec la French Tech et donc avec ces petits communautés territoriales qui viennent aussi avec leurs petits pins de couleurs faire un peu cocorico, chacun à leur échelle et fédérer des écosystèmes sur le territoire. Alors, on va voir un exemple extrêmement précis avec Ronalpia, mais c'est un peu l'idée aussi, c'est de venir chercher toute la connaissance, toute la compétence qui existe dans les territoires et faire réémerger aussi du coup ces innovations pour les faire remonter d'un cran au niveau national. Oui, je pense que c'est traduit par ce que j'ai dit. Il y a eu un peu une constellation de petits projets, mais je pense que je les ai mentionnés parce que je trouve qu'ils illustrent bien différents types de problématiques. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une lisibilité qui est assez difficile. Et donc justement, notre rôle, c'est de permettre l'émergence des projets et de justement, précisément, gagner en lisibilité sur ce qui se passe pour qu'on puisse justement faire des combinaisons de solutions, qu'on puisse leur permettre de travailler ensemble. Mais c'est effectivement le constat qu'on fait et notre travail, c'est de permettre d'organiser ça à une dimension nationale, mais avec un ancrage territorial qui va être fort, puisque c'est là que les solutions vont se créer en convergent. Parfait, superbe transition pour présenter Josepha, qui est directrice générale donc, de Ronalpia, une association qui accompagne donc, les entrepreneurs qui répondent à des enjeux de transformation sociétale et aussi d'enjeux environnementaux, précisément sur la région Rhône-Alpes. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs publics, privés et associatifs de se mettre autour de la table et finalement de passer peut-être un peu la difficulté de mise en dialogue, d'a priori, de préjugés qu'on pourrait avoir selon de là où on se place, et donc des exemples très concrets que vous pouvez nous partager. Complètement. Pour revenir peut-être sur ce que disaient les deux précédents interlocuteurs, il y a ces enjeux effectivement très macro, juridiques, législatifs, sur lesquels on est peu nombreux à avoir une voix, on va dire, pour porter ces messages aujourd'hui. Moi, je voulais plutôt parler de la notion territoriale qui est importante aujourd'hui pour avoir des vrais leviers d'action. La thématique de la table ronde est aussi sur les nouveaux modèles économiques qui peuvent être mis en place. Et justement, cette logique territoriale, elle est forte parce que c'est là où on vit, c'est là où on consomme, c'est là où demain on pourrait produire aussi davantage. C'est là où il y a ces logiques de circuits courts aussi qui peuvent se mettre en place. Et nous, notre rôle chez Ronalpia, c'est vraiment d'accompagner ceux qui osent entreprendre au service des besoins sociaux et environnementaux très locaux. Et dans ce cadre-là, pour vous parler peut-être d'une expérimentation plus spécifique qu'on a mise en place, c'est à Lyon, avec la métropole de Lyon, donc le pouvoir public du territoire, avec Suez, qui a justement une compétence, des expertises sur les enjeux de l'économie circulaire, et avec des entreprises sociales, et pour voir comment, ensemble, on arrive à faire pivoter le territoire de la métropole de Lyon d'une économie linéaire à une économie circulaire, et de pouvoir réunir les différentes parties prenantes qui font que cette transformation est possible. Parce qu'il y a les projets d'innovation sociale qui portent haut et fort leurs couleurs, leurs enjeux, leurs ambitions. Il y a les pouvoirs publics, justement, qui eux aussi ont leurs contraintes, mais ils peuvent être les moteurs de cette transformation. Les acteurs privés, on entendait tout à l'heure des enjeux de transformation de modèles économiques aussi des entreprises privées, des territoires, mais on a aussi besoin des consommateurs qui feront que demain, ces projets répondront vraiment à leurs enjeux et à leurs besoins et seront partie prenante du coup de cette grande transformation qui peut être impulsée aussi par l'économie circulaire. Et dans ce cadre-là, plus spécifiquement, ce qui est, on va dire, assez intéressant dans le travail de cette alliance, justement, entre différentes parties prenantes, c'est qu'il y a des compétences du secteur privé qui sont intéressantes pour favoriser l'émergence de nouveaux modèles, et notamment ceux de l'économie circulaire, sur des enjeux de logistique, de professionnalisation aussi du secteur d'activité. Et il y a des choses aujourd'hui à retirer aussi des grands comptes, justement, sur ces modèles. Il y a le secteur public
public qui est venu faciliter justement pour les projets qu'on accompagnait leur ancrage territorial, la facilitation de mise en place de terrains d'expérimentation, d'accès au foncier. On sait que c'est des gros enjeux, notamment sur les enjeux de traitement des déchets, des biodéchets, d'avoir des endroits de stockage aussi pour pouvoir réaliser leur activité. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à la métropole de Lyon dans le cadre de ce programme d'accompagnement. Avec, on a la chance aussi, une métropole qui est très concernée par ces sujets-là. Donc l'impulsion politique est évidemment aussi importante dans la mise en place de ce type de projet. Avec, par exemple, nous, c'est Axel Riel, qui est directeur du développement économique de la métropole de Lyon, qui est venu de lui-même conseiller chacun des projets qu'on accompagnait pour faciliter leur développement, leur émergence et la stabilisation de leur modèle économique localement. Donc on sent que c'est intégré, on va dire, par la puissance politique locale. Et en même temps, la présence de Suez aussi dans le cadre du programme permet de faire du transfert de savoir-faire, comme je le disais, plutôt sur des enjeux de compétences aussi sur certains sujets, et de pouvoir travailler aussi avec les entreprises Suez du territoire, qui, de la même manière que le public, va pouvoir offrir des terrains d'expérimentation, de tests. Tu parlais d'amorçage et de facilitation à l'amorçage de cette typologie de projet, d'avoir des entreprises qui soutiennent aussi ces nouveaux modèles qui émergent sur les territoires, parce que le modèle de transformation de la grande entreprise est long, et aujourd'hui, il y a des innovateurs sur les territoires qui sont prêts à le faire demain. Donc, il y a aussi ce besoin de connexion entre les différents acteurs localement. Voilà, dans un premier temps, ce que je pouvais partager. Ouais, justement, ça m'amène à un lien super intéressant avec Catherine. Je me retourne vers vous parce que vous disiez lors de nos échanges, finalement, les technologies sont mûres, elles sont là, on sait s'en servir pour beaucoup, il y a des innovations qui sont présentes. En revanche, on a parfois de la contrainte politique qui ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin, notamment sur la partie où Veolia pourrait intervenir. Et donc, on a vraiment besoin d'aller challenger un peu nos politiques sur ces sujets pour ne pas être en réaction à là où d'autres pays finalement ont mis en place des choses parce qu'ils étaient déjà confrontés à de vraies problématiques liées au dérèglement climatique. C'est quoi le rôle d'un grand industriel comme ça sur ces sujets pour avancer sur ces innovations qui sont prêtes finalement ? Oui, il y a beaucoup d'innovations, enfin des technologies qui sont déjà existantes. On a besoin quand même d'innovation, certes, mais il y a beaucoup de technologies existantes. L'exemple le plus parfait, c'est l'exemple de la réutilisation de l'eau. Il en a été question à la table ronde juste avant, mais d'un point de vue français, pour des usages uniquement et en test, pour des usages d'arrosage bien spécifiques, voilà. Alors que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des réutilisations qu'on peut faire, alors bien sûr au sein d'un acteur privé pour nettoyer l'eau et la réutiliser dans les installations de lavage, de nettoyage interne à une usine. Mais on peut aussi aller plus loin. Chez Veolia, on a une usine de traitement des eaux usées qui produit in fine de l'eau qui est réinjectée dans le circuit potable pour des raisons de stress hydrique local dans la capitale de Namibie, Windhoek. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc la technologie, elle est là, on est capable de le faire. Par contre, ça, par exemple, en France, on ne peut pas le faire pour des raisons effectivement réglementaires. Donc petit à petit, il faut arriver à dépasser ces limites réglementaires, donc en discutant, en faisant des pilotes, comme il en a été question tout à l'heure, mais on peut peut-être essayer d'aller un peu plus vite que ça pour essayer de faire changer un peu la réglementation par rapport à ça, tout en tenant compte du risque sanitaire, bien sûr, mais de continuer à aller plus loin. Parce que la ressource en eau est une ressource sur laquelle il pèse beaucoup de problématiques en termes de qualité et de quantité. La thématique de cette table ronde, il est question aussi quand même de business model et lors de nos échanges, vous disiez que finalement on peut aussi avoir des initiatives où le modèle économique
n'est pas encore là, et c'est pas grave, parce qu'on a aussi besoin d'expérimenter, et ça amène aussi la question de la justice sociale et de la mesure d'impact. Comment on peut répondre à cette problématique finalement de business model qui aujourd'hui est le point d'orgue, la boussole des 3/4 du fléchage des investissements. On faisait référence avec la tech où finalement on peut avoir des fonds qui sont levés en l'espace de très peu de temps sur des business models qui sont pas forcément toujours éprouvés. Et dans l'économie circulaire, en fait, on aurait besoin de raconter autre chose sur le fait que le modèle économique est pas forcément l'alpha et l'oméga. Comment on raconte ça? Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, mais je dirais il faut une volonté de cohérence par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Et je laisserai peut-être Josépha compléter aussi sur certains éléments, mais effectivement, il faut être capable d'expérimenter de financer cet amorçage pour être capable d'aller financer cette expérimentation. C'est quelque chose qui est quand même encore de l'exploration. La question qui se pose et qui est délicate, c'est que le taux de rendement qu'on va avoir sur des projets qui peuvent être ceux dont on parle dans l'économie circulaire, vont pas avoir des taux de rendement qui vont être les mêmes que ceux qui sont par exemple dans la tech avec du software as a service ou des choses comme ça. Et donc, la prise de risque d'un investisseur initial, elle va être plus difficilement rentabilisée plus tard dans le développement des entreprises s'il fait un pari sur 10 projets. Ça va être plus difficile ça va être plus difficile. Donc il faut une volonté, et on parlait de la volonté politique, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour créer ces espaces d'innovation. À ce propos, il y a eu une volonté politique dans le cadre du Covid, par exemple, dans le milieu de la santé, d'expérimenter, de créer des espaces d'innovation, et je pense qu'il faut être capable de répliquer des sujets comme ça sur d'autres thématiques pour être capable de susciter ces innovations. Il faut aussi un rôle des pouvoirs publics pour être capable de justement montrer cette volonté politique, d'aller investir dans les projets. Et c'est une très bonne chose que ça se passe à un niveau local, mais je pense qu'il faut aussi que ça aille plus loin et qu'on soit capable de se saisir de ces sujets à un niveau national, d'en faire une cause nationale peut-être, pour justement être capable d'aller chercher cette innovation. Et puis enfin, le dernier élément, puisque c'est ça qui me permettra d'amorcer la pompe, pardon, c'était ça la finalité de mon propos. Ensuite, je pense qu'il faut, là où je parlais de cohérence, il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je pense qu'on ne le fait pas que pour l'appât du gain, on le fait aussi parce qu'il y a une réelle nécessité à le faire et que c'est quelque chose dont on ne peut pas s'échapper. Donc il faut s'embarquer là-dessus, et donc il faut aussi avoir les idées suffisamment claires sur ce qu'on est en train de rechercher et pas se maintenir dans une illusion qu'il va y avoir des retours sur investissement importants, etc. Il est important qu'on puisse effectivement trouver un certain équilibre économique, mais c'est pour ça que je parlais des associations aussi tout à l'heure, qui elles spécifiquement n'ont pas de modèle économique, puisqu'elles mènent simplement une action, et elles vivent de subventions, de mécénat, de choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a une forme de développement aussi qui arrive dans l'associatif avec ce que je parlais, l'hybridation, c'est-à-dire que les associations vont lancer aussi une activité économique qui va venir être réinjectée dans l'association pour pérenniser l'action, je dirais, désintéressée qu'elles sont capables de mener. Et donc voilà, cette cohérence pour moi, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce en fait, on a besoin de gérer nos déchets, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas simplement pour la partie business qu'on le fait. Peut-être pour compléter ce que tu dis sur la logique de l'économie circulaire aujourd'hui. À l'origine, c'est pour répondre à un enjeu de sauver la planète, si je fais les choses assez simples. Donc c'est une mission d'intérêt général, en fait. Il n'y a pas de modèle économique derrière sauver la planète, normalement. La question, du coup, se pose aussi pour se dire comment on fait pour que cette économie circulaire, elle soit solidaire aussi, pour qu'elle concerne tout le monde et qu'elle soit accessible aussi par tous. Nous, on a des exemples d'associations justement qui hybrident aujourd'hui leur modèle économique, qui arrivent à faire financer, on va dire, leur mission d'intérêt général par des entreprises qui sont engagées, par des leviers de subvention, et une partie de modèle économique de vente aussi, pour venir aussi financer une partie de leur mission d'intérêt général de l'autre côté. Donc c'est des complexités en fait de modèles. Aujourd'hui, il n'existe pas tous les outils de financement qui sont adaptés aujourd'hui pour ce type d'action et d'impact plus largement. Peut-être pour donner un exemple, on a accompagné dans le cadre des boucles, le programme que je citais précédemment, un projet qui s'appelle Unisoap, qui est une structure qui vient récolter tous les savons utilisés des hôtels, et elle les reconditionne et elle les distribue aux personnes les plus précaires.
premier levier d'activité qui est vraiment une mission d'intérêt général, donner accès aux soins à des personnes en précarité par le levier de l'économie circulaire. Et en face, elle reconditionne ces savons qu'elle va revendre ensuite aux hôtels à qui elle les a récupérés dans un premier temps. Donc ça demande quand même pas mal d'imagination et d'innovation aussi sur ce type de modèle économique et qui demande du coup, comme tu le mentionnais aussi, de pouvoir émettre des indicateurs pour que demain ce soit des indicateurs qui rentrent en compte dans les grilles des fonds de financement par exemple. Il y a de plus en plus de fonds impact, ils existent, tu t'en citais tout à l'heure avec plutôt des enjeux de financement et amorçage. C'est comment ces indicateurs aujourd'hui peuvent être partagés, qu'ils soient aussi importants que les enjeux de rentabilité, parce qu'il y a cet enjeu qui nous concerne tous, qui est cette justice sociale et de pouvoir préserver notre planète. Alors, Si je pouvais juste rajouter un mot, je pense que cette cohérence, en fait, par un sujet qui est assez aride, qui est le sujet de la mesure d'impact, et un sujet qui est aussi très vaste et assez complexe, c'est par là qu'on trouvera notre cohérence. Il y a des projets qui offrent des taux de rendement qui sont extraordinaires, et il y en a beaucoup dans la tech, mais il n'y en a pas exclusivement. Et donc, effectivement, eux drainent énormément de capitaux et sont capables de capter ça. Par contre, par ailleurs, ils ont aussi un élément de destruction de tissu économique, de destruction peut-être de liens sociaux ou de choses comme ça. Là où les projets dont on parle, très souvent, on parlait de l'ancrage territorial, ils créent des emplois durables à un niveau local, et donc ils sont aussi, au-delà de la pure création de valeur financière qu'ils sont capables de faire, ils sont aussi une création de valeur qui est plus large que celle-là. Il faut être capable de mettre le doigt dessus, il faut être capable de le quantifier, et c'est par des conclusions comme celle-là qu'on sera capable de mettre l'argent au bon endroit. Ouais, on parlait de l'effet multiplicateur finalement des projets à impact. Catherine, justement sur cette question de la mesure d'impact au-delà des flux qu'il est très facile finalement de flécher, comment est-ce qu'on peut réfléchir à de nouveaux indicateurs qui seraient plus uniquement des indicateurs classiques chiffrés qu'on connaît jusque-là ? Oui, dans la continuité de ce qui a été dit par Josépha, effectivement, je pense qu'il faut complètement bousculer le système d'indicateurs qu'on a aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y en a un qui surpasse les autres et qui est pris en premier. C'est bon, pour une entreprise, c'est son résultat financier. Pour un pays, c'est son PIB. Et ça ne marche plus avec les limites planétaires. Quand on les connaît, on en a dépassé déjà 6. Donc ça ne marche plus, donc ça veut dire qu'il faut faire rentrer d'autres indicateurs, il faut être capable de bousculer ces indicateurs économiques et financiers avec des indicateurs environnementaux et sociétaux de façon à rééquilibrer en fait les trois sphères environnement, social et économique pour arrêter de ne voir les choses qu'à travers des indicateurs économiques et financiers. Alors c'est facile à dire, mais à faire au quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça veut dire qu'il faut en face avoir des business models qui soient capables peut-être d'être moins rentables ou moins profitables, comme on l'a dit. Mais c'est une question de société, en fait, de société dans laquelle on veut vivre. Et donc, il faut être capable de bousculer ça. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait. Donc c'est rééquilibrer les indicateurs qu'on prend en compte pour faire remonter les indicateurs environnementaux et les indicateurs sociétaux et faire descendre les indicateurs financiers dans leur globalité pour mieux questionner en fait notre société et du coup on en vient à dire que via l'économie circulaire, les modèles que l'on pousse sont des modèles qui vont contre une croissance classique telle qu'on l'entend avec ces indicateurs financiers. Donc c'est une sorte de croissance d'autres types d'indicateurs et de décroissance de l'indicateur économique. Est-ce que chez Veolia, on a déjà ce type de réflexion et on pousse finalement à réfléchir un peu différemment en fonction des projets qui sont portés ? Alors, il y a une réponse officielle et puis ça dépend à qui on parle, mais non, c'est très compliqué. Donc, oui, on a une performance plurielle, ce qu'on appelle une performance plurielle, donc avec ces indicateurs multiples, sauf qu'on a du mal à encore mettre assez en avant et faire porter assez de poids sur des indicateurs tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
qui compte dans la performance plurielle, qui compte dans les bonus. Donc ça, c'est un incitateur financier pour faire en sorte de réduire la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit prise en compte réellement, mais on a encore du mal à le faire. Donc ce système de performance plurielle avec des indicateurs environnementaux, des indicateurs sociétaux et des indicateurs économiques est là, mais il faut encore la pousser pour faire diminuer la part qu'on donne et le poids qu'on donne aux indicateurs financiers. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, sur la question du business model, on a vraiment besoin de réinventer finalement les critères sur lesquels on veut donner du poids, de l'impact. Donc cette fameuse mesure d'impact, elle est hyper intéressante sur finalement la philosophie. C'est presque une nouvelle façon de décrire la terminologie d'impact. Pour conclure, puisqu'il nous reste peu de temps, est-ce que vous voyez des choses bouger? Parce que l'idée, c'est aussi de valider le fait qu'il y a eu un temps peut-être un peu long de maturation sur ce sujet de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie de la fonctionnalité, mais quand même que ce sont des sujets qu'on voit émerger de plus en plus, dont les grands groupes s'emparent largement, le gouvernement également. Donc on sent quand même qu'on est à un point un peu de bascule, presque, j'espère. Comment est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue de manière positive sur la question? Moi, pour ma part, oui, oui et non. Il y a des choses qui bougent et puis pas encore assez. On l'a vu, j'ai essayé de donner quelques exemples. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets qui se lancent. Maintenant, c'est un sujet qui est quand même encore émergent, même s'il y a des technologies qui aujourd'hui sont matures. Et donc, l'écosystème a besoin de maturer ça et de trouver des solutions et comment est-ce qu'il va s'organiser pour le faire. Et il y a encore trop peu d'énergie et d'argent qui sont mis sur ces sujets-là aujourd'hui. Et le rendre peut-être plus accessible au grand public qui finalement peut-être n'en a pas connaissance, ne sait pas que ça existe? On voit effectivement dans les sujets qu'on voit bouger, je pense qu'on voit Back Market, on voit Vinted, on voit Too Good To Go, qui sont quand même des belles vitrines de ces sujets et qui permettent justement cette démocratisation. Je pense qu'il y a quelques années, racheter un téléphone reconditionné, c'était pas aussi simple et ça a suscité sans doute plus de questions que ce que Back Market a pu faire, justement, la démocratisation de ce problème. Donc des choses bougent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de route. Josépha, pour nous partager peut-être du côté positif, on sent que c'est un sujet. Là aujourd'hui, il y a 2 tables rondes qui sont organisées sur le sujet, donc ça veut dire que c'est quand même au cœur des discussions. Nous, à l'échelle très locale, on voit que c'est pris en main par les pouvoirs publics. On arrive à mobiliser des entreprises sur ces sujets, donc la prise de conscience, on va dire, commence à être présente. Après, il y a encore des enjeux de mise en action, et peut-être pour revenir sur nous, ceux qu'on accompagne, les entreprises sociales, on voit elles arrivent de plus en plus à prendre plus de place justement sur le champ socio-économique aussi du territoire. Et ça passe aussi par leur capacité à coopérer à l'échelle très locale aussi, pour pouvoir changer d'échelle, pour pouvoir prendre plus de place, pour pouvoir être plus visible, pour pouvoir faire de la promotion. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui. Catherine, un dernier mot pour Oui, conclure. les choses bougent, je trouve, pas assez vite bien sûr, mais les choses bougent. On a la taxonomie européenne qui va flécher des investissements sur des activités plus vertes, économie circulaire également. On a la loi AGEC qui est mise en place, qui petit à petit fait monter l'indice de réparabilité. On a des initiatives de réemploi, de réutilisation, de location. Il faut rendre tout ça désirable. Faut que la publicité s'en mêle aussi et arrête de nous matraquer avec nous dire que c'est toujours super bien d'avoir le dernier téléphone, on parlait de téléphone tout à l'heure, mais le dernier téléphone à la mode, etc. Donc c'est tout un état d'esprit aussi à avoir, c'est beaucoup de coopération et c'est une vision long terme. On va retenir coopération, mutualisation, ancrage territorial. Je vous remercie beaucoup à tous les 3 et vous dans la salle de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.